Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Midi, 3 minutes, on est lundi le 27 novembre. On vous souhaite la bienvenue dans votre émission d'actualité et d'affaires publiques, la Pure FM Côte-Nord Attitude. Bon midi, Jean. Bon midi, Valérie. Ça va? Oui, ça va bien. Ouais. T'as passé un bon week-end? Oui, un bon week-end, effectivement. Ça fait toujours du bien de se reposer, de s'amuser, de prendre des forces pendant 2 jours. Puis là, on revient en forme. Surtout que la prochaine fin de semaine risque d'être bien occupée avec le début des parties de bureau. L'opération Nez Rouge qui commence vendredi, entre autres. Je te dirais que nous autres, on a une grosse fin de semaine, parce que vendredi... On a le party de bureau aussi. Oui, c'est ça. Tu sais, vendredi, on a notre soirée Opération Nez Rouge, soirée des médias. On est plusieurs d'attractions radio à participer à cette soirée-là. Puis le lendemain, on a un souper party de bureau. Fait que, coudonc, on va raccompagner des gens le vendredi, puis le samedi, on va se faire raccompagner. On va les appeler, hein? Ouais, c'est ça. Ça va fonctionner comme ça. Sinon, on a quand même une grosse semaine devant nous. Et Jean, on a une belle émission aussi devant nous qui s'en vient. Oui, on va revenir sur un événement important qui avait lieu à Québec la semaine dernière, le congrès Québec Mine. C'est un événement annuel qui, cette année, prenait une envergure particulière avec un peu la relance dans l'industrie minière. Dans notre région, on le sent, avec l'annonce de Champion Iron Mine et Minerais de Fer Québec qui réouvre la mine du lac Bloom. Donc, c'est avec le président et directeur général de l'Institut national des mines qu'on va s'entretenir à 12h15. Robert Marquis a réalisé récemment un voyage en Australie. L'Institut national des mines s'intéresse surtout à la formation. Donc, dans le domaine des mines, là, les emplois de l'avenir pourraient être bien différents de ce qu'on a connu jusqu'à maintenant dans l'industrie minière de la Côte-Nord. On en parle avec Robert Marquis à 12h15. On est au début des 12 jours, comment on les appelle, de lutte contre le... Voilà, les 12 jours d'action pour l'élimination de la violence faite aux femmes. Voilà. On sait que il y a une activité aujourd'hui à 13h à l'hôtel de ville de Sept-Îles. On va monter un drapeau. On va faire une levée spéciale du drapeau avec les gens de la Maison des femmes. Les militantes de la Maison des femmes de Sept-Îles seront sur place. Tout le conseil municipal et bien sûr le maire Régent Porlier. C'est que la municipalité, depuis mai dernier, est officiellement une municipalité alliée contre la violence conjugale. On va parler de ces journées de sensibilisation et de la situation chez nous concernant la violence conjugale avec Martine Girard, la coordonnatrice de la Maison des femmes de Sept-Îles, sera avec nous vers 12h28 à Côte-Nord Attitude. On parle avec une chanteuse qui a vécu un grand événement samedi, une chanteuse de chez nous. On va parler avec Emma Landry qui, samedi soir, était en première partie de Marie-Carmen au Théâtre National à Montréal. Quand même pas rien. Quand même pas rien, effectivement. Marie-Carmen qui est comme de retour en vogue ces temps-ci. Et écoutez, là, il y avait plein de monde et elle a eu une ovation debout. Emma Landry, après sa prestation, elle a fait des compositions. Elle est accompagnée de son ami Thomas Hodgson également. On pourra lui jaser tout ça. On a même un petit extrait de sa prestation à vous présenter là au courant de l'émission. On va lui jaser de ça, mais aussi de qu'est-ce qui s'en vient pour elle. Parce que là, bon, elle fait des compositions. Est-ce qu'il y a un album qui s'en vient? Est-ce qu'on pourra les tourner chez nous à la radio? On aimerait bien ça parce que on a une chanson de Noël de Marie-André. Elle s'appelait comme ça dans le temps. Maintenant, c'est Emma. On a une chanson de Noël qui va tourner à partir de vendredi. Mais on aimerait ça quand même savoir là, que ça décolle. Puis en tout cas, je pense que ça va peut-être être un point tournant pour elle. Elle saura nous le dire. On va lui jaser aux alentours de 12h40. Et Emma Landry, qu'on connaît aussi sous le nom de Marie-André Landry à Sept-Îles. Pour compléter notre émission Côte-Nord Attitude, on a la chronique La Nouvelle d'intérêt avec Steve Chappado. Aujourd'hui, on parle de 2 projets de terres rares, des projets miniers, donc, dans le Grand Nord québécois, qui auraient un impact direct à Sept-Îles s'ils voient le jour. Donc, on en parle à cette chronique La Nouvelle d'intérêt. Et bien sûr, avant cette série d'entrevues, on vous offre un bulletin d'actualité complet. Actualité Pure FM. En mentionnant d'abord que les premières audiences au Québec de l'enquête nationale sur les femmes autochtones disparues et assassinées ont commencé ce matin à la salle communautaire de Maliotenam. Les commissaires, dont Michel Audette, qui est native de Maliotenam, écouteront tout au cours de la semaine les témoignages d'une 60aine de personnes de la région dans le cadre d'audiences publiques ou privées, de cercles de partage et de groupes d'expression artistique. La commission est aussi ouverte aux témoignages sans rendez-vous
vous. Les audiences publiques sont diffusées en direct sur le site web de l'enquête nationale. Plusieurs élus du Conseil de Banditoum sont présents sur place. Les services sociaux de la communauté offrent aussi du support aux participants. Hier soir, les commissaires ont été accueillis à Maliotenam avec une cérémonie mettant en valeur la culture traditionnelle Innu. Aluminerie Alouette de Sept-Îles a remporté récemment le prix bronze pour son projet Optimiser l'entretien et gagner en efficacité au 25e salon sur les meilleures pratiques d'affaires à Montréal. Alouette participe chaque année à l'événement organisé par le Mouvement québécois de la qualité. Il fournit une occasion d'enrichissement pour les participants qui échangent ainsi avec des gens d'autres entreprises sur les bonnes pratiques. Le surintendant entretien et fiabilité à l'aluminerie de Sept-Îles, Martin Tremblay, affirme qu'il revient avec un sentiment de fierté, mais surtout la tête remplie de nouvelles idées pour faire progresser encore l'entreprise. C'est un projet initié en 2016 à l'aluminerie de Pointe-Noire qui a retenu l'attention du jury national. Il a pour objectif d'améliorer la productivité et la fiabilité des programmes d'entretien préventif. Alouette a amélioré de 40% la fiabilité de certaines pratiques grâce à ce projet. Les administrateurs du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord ont autorisé la semaine dernière un rehaussement du financement de 24 organismes communautaires de la région. Le réseau de la santé a ainsi trouvé de l'argent neuf pour améliorer l'accès aux services et aux activités de certains organismes. Le Centre intégré de santé a aussi reçu une somme supplémentaire du ministère pour bonifier les services de soins à domicile. Ainsi, Transit Sept-Îles reçoit 62 496 $ de plus du ministère de la Santé. La société Alzheimer Côte-Nord reçoit un peu plus de 60 000 $ et le comptoir alimentaire de Sept-Îles, 15 427 $. Une levée de drapeau pour souligner les 12 jours d'action pour l'élimination de la violence faite aux femmes est prévue à 13h aujourd'hui devant l'hôtel de ville de Sept-Îles. Le drapeau déclarant Sept-Îles municipalité alliée contre la violence conjugale demeurera en place jusqu'au 6 décembre, journée commémorant la tuerie de l'école polytechnique à Montréal où 14 femmes ont été assassinées en 1989. Le maire, le conseil municipal et les militantes de la Maison des femmes participeront à la cérémonie officielle de levée du drapeau. La ville de Sept-Îles s'est proclamée le 8 mai dernier municipalité alliée contre la violence conjugale à l'invitation de la Maison des femmes qui héberge et supporte des personnes victimes de violences conjugales de Port-Cartier à Blanc-Sablon. La nouvelle amicale interculturelle de Sept-Îles entrevoit l'immigration comme une solution à la pénurie de main-d'œuvre grandissante dans notre région. Une bonne infrastructure d'accueil sera toutefois nécessaire, selon le président de ce regroupement. Bokar Diagana constate que Sept-Îles a du retard sur d'autres régions du Québec en matière d'immigration. Sept-Îles est très en retard en matière d'immigration. Les autres régions éloignées ont compris que pour pallier à ce problème de main-d'œuvre, l'immigration pourrait être une solution. Quand on regarde un peu l'Abitibi, quand on regarde un peu de l'autre côté du fleuve, ils sont très en avancée en matière d'aller séduire ces immigrants-là qui sont dans les grands centres urbains. L'amicale interculturelle de Sept-Îles est née du besoin des immigrants de se regrouper à travers un réseau social et d'entraide. Une centaine de Sept-Îliens d'adoption venus des 4 coins du monde sont déjà membres de la nouvelle amicale. L'Institut Tchakapèche publie en langue Innu un livre sur les relations sécuritaires entre les enfants et les chiens. Le livre a été publié initialement au Labrador par le médecin vétérinaire Hugh Whitney. Il raconte l'histoire d'une fillette d'une communauté Innu du Labrador qui vit avec ses parents, sa grand-mère et ses 2 chiens. Le livre éducatif sera distribué gratuitement dans les centres de santé et les écoles des communautés autochtones de la Côte-Nord. Et puis environ 200 personnes, dont le maire de Sept-Îles, Régent Porlier, le préfet en Mangani, Luc Noël, ont participé vendredi à Forestville à une marche organisée par Action Chômage Côte-Nord pour dénoncer le trou noir grandissant pour les travailleurs saisonniers de la région. En tout, une vingtaine d'élus de la Côte-Nord ont réclamé une mesure d'urgence au trou noir. Cette période sans revenus entre la fin des prestations d'assurance-emploi et la reprise du travail saisonnier sera prolongée d'1 mois. La députée fédérale de la Côte-Nord, Marilyn Gill, rappelle que Justin Trudeau avait promis de régler le problème. Elle demande une solution dès cet hiver. Voilà, ça complète. Vous écoutez Côte-Nord Attitude, en direct du studio par le Marchal.
C'est notre vente choc du vendredi fou. Plus de 70% de rabais sur les articles à moins de $1. Offre valide après 5h33. Non disponible en magasin ni en ligne. Oh, vendredi fou, c'est rendu compliqué? Chez Ford, on vous facilite la vie. Jusqu'au 27 novembre, obtenez 3 500 $ en rabais du vendredi fou sur un nouveau modèle Fusion, Focus, Escape ou Edge 2017. Obtenez aussi l'ensemble sécurité d'hiver sans frais supplémentaires à l'achat ou à la location d'un véhicule. Avec un rabais du vendredi fou tout simplement incroyable. C'est facile d'embarquer avec Ford. Détails sur trouvervotreford.ca. Profitez de la grande vente des fêtes PAL Airlines Québec Basse-Côte-Nord et économisez 30% de rabais sur votre voyage. En effet, réservez avant le 9 décembre et vous pourrez passer de joyeuses fêtes en famille du 10 décembre au 7 janvier tout en économisant gros. Visitez le palairlines.ca ou téléphonez au 1-866-962-0380. Entrez le code promotionnel que vous retrouverez sur notre site web et profitez de 30% de réduction sur votre prochaine réservation. Offre applicable sur destination sélectionnée. D'autres restrictions s'appliquent. Pour plus de détails, visitez le site palairlines.ca ou composez le 1-866-962-0380. Comme vous le savez, c'est l'événement liquidation totale chez vos concessionnaires Chrysler, Dodge, Jeep et Ram. Mais saviez-vous que nos offres sur la Dodge Grand Caravan sont maintenant encore meilleures? Pour une durée limitée, obtenez jusqu'à 30% de rabais sur le PDSF des modèles Dodge Grand Caravan 2017 sélectionnés toujours en stock, ce qui représente des rabais allant jusqu'à 12 750 $. Visitez le liquidationtotalcaravan.com pour plus de détails. Faites vite, la liquidation totale se poursuit jusqu'au 30 novembre. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Valérie, l'Institut national des mines s'intéresse surtout à la formation qui donne accès aux emplois dans l'industrie minière. Récemment, on est allé en mission exploratoire sur la formation minière en Australie. Il y avait 3 membres du conseil d'administration de l'Institut qui se sont rendus en Australie, dont le président directeur général Robert Marquis, qui a rendu un peu public là, les conclusions de son voyage, son bulletin de voyage un peu là qui a été présenté lors du congrès Québec Mine la semaine dernière. Monsieur Robert Marquis est avec nous. Bonjour, Monsieur Marquis. Oui, bonjour. D'abord, Monsieur Marquis, ça a été un beau congrès Québec Mine cette année à Québec? Ah oui, c'était le meilleur congrès Québec Mine depuis plusieurs années. Beaucoup un achalandage au kiosque qui était vraiment remarquable. Et puis, comme on avait à l'Institut là, on avait un exhibit qui était sous forme de visualisation en 3D. Dans le fond, on avait des films en 3D de 2 mines du Québec, dont la mine du Mont-Wright sur la Basse-Côte-Nord. Ben, pas sur la Basse-Côte-Nord, mais je dis dans la région de Fermont. Oui. Et une mine souterraine à Casa-Berardi, dans le nord-ouest du Québec. Donc, on a eu vraiment un bel achalandage. Les gens sont venus voir des mines en 3 dimensions. Pour la plupart d'entre eux, c'est la première fois qu'ils visitaient des mines et c'était vraiment remarquable. Donc, oui, un très beau congrès Québec Mine. Oui, et comme on est passé un petit peu d'un ralentissement à une relance, entre autres avec l'annonce là de Minerais de Fer Québec de réouvrir la mine près de Fermont aussi, là, la mine de fer du lac Bloom. Le congrès s'inscrivait un petit peu dans cette perspective-là. Là. Il y a 1 an ou 2 à peine, on était vraiment dans le ralentissement économique dans cette industrie. Là, les perspectives sont meilleures. On sent une relance et ça paraissait au Congrès Québec Mine, effectivement. On sent une belle relance. Oui. L'Institut national des mines a surtout présenté son rapport de voyage, là, une mission exploratoire en Australie. Ça a été un beau voyage, Monsieur Marquis? C'était un voyage avec les autres membres du conseil d'administration. C'était un voyage d'une dizaine de jours. Moi, j'étais arrivé un peu à l'avance, donc j'ai vu également, je suis allé à un congrès également dans la région de Brisbane, mais les membres de la délégation sont venus me rejoindre à Sydney, et là, on a vu Sydney, Adélaïde, Perth, et on est allé dans le pays minier du fer, là, dans la région de Newman, à 1500 km au nord de Perth. Donc, on a été vraiment en contact avec ce qui se fait de mieux dans l'industrie minière en Australie et également avec les établissements d'enseignement, de la formation professionnelle jusqu'à l'université, qui offre des programmes de formation minière. Ça a été vraiment un voyage très enrichissant et qui nous amène plein d'idées là pour l'année qui vient, là, des travaux à réaliser à l'Institut national des mines. Vraiment une belle réussite sur toute la ligne. Oui. Avez-vous l'impression que la pratique actuelle dans l'industrie minière en Australie, c'est l'avenir pour chez nous? Là, vous dites que vous avez visité des mines de fer. Effectivement, il y en a beaucoup là-bas. Il y en a quelques-unes ici aussi. On devrait copier les pratiques. Il faut dire qu'il y a des compagnies qui sont aux 2 endroits aussi. Là.
Absolument. Rio Tinto. Oui, Rio Tinto à Wabush en Australie est très, très bien implanté. Rio Tinto possède une quinzaine de mines de fer en Australie et on est allé visiter une de leurs mines les plus modernes qui s'appelle la mine Hope Down 4, Hope Down 4, et où sont déployés déjà 18 camions de 250 tonnes là, complètement autonomes. Et on a circulé en pick-up là, au milieu de ces camions là, de ces camions autonomes, et on a eu l'occasion de faire de les suivre dans leur déplacement depuis les zones de chargement jusqu'aux zones de déchargement. On a même à un certain moment arrêté notre véhicule pour s'assurer de la façon dont réagissait un camion qui se voit tout à coup devant un obstacle imprévu. Et ce gros camion de 250 tonnes nous a détecté très facilement, a ralenti, nous a contourné et a repris son chemin comme si de rien n'était. C'était vraiment impressionnant. Oui. On a eu l'impression de voyager dans le temps, je dirais, d'au moins 5 ans dans le futur. J'ai lu justement un article dans la presse, là, probablement suite à votre présentation au Congrès Québec Mine sur les camions autonomes, justement. C'est comme une personne à partir, deux personnes à partir d'un ordinateur en contrôle plusieurs quand même. C'est des choses qui pourraient s'en venir là dans notre région. Vous savez, on était le matin à la mine Hope Down 4 avec les 18 camions autonomes, et l'après-midi même, on a fait un voyage en avion, on est revenu à Perth, donc 1500 km au sud, on est rentré dans la salle de contrôle où là on a parlé aux deux opérateurs qui surveillent les déplacements de ces 18 camions qu'on avait vus le matin à la mine là-bas. Donc 2 opérateurs sélectionnés sur leurs compétences en communication, en travail en équipe, la gestion du stress, et très peu sur les habiletés techniques. Les habiletés techniques, ils les ont appris sur le tas, mais ils ont été sélectionnés pour occuper ce nouvel emploi-là, là, qui est devant un ordinateur avec 8 écrans devant eux. Ils voient l'ensemble de ce qui se passe sur la mine et ils sont capables d'intervenir sur l'un ou l'autre des camions là, dont ils ont la responsabilité au besoin. Mais essentiellement, les camions sont programmés et on n'a pas besoin, tant qu'ils continuent le même circuit, là, il n'y a pas d'intervention nécessaire. Oui. Mais on a rencontré ces gens-là, effectivement, donc 2 opérateurs pour 18 camions. Ça change le ratio d'opération. Ça change la productivité, ça change pas mal de choses là. Ça fait quand même quelques années que le Cégep de Sept-Îles nous parle de l'industrie 4.0, les camions automatisés dont vous parlez, puis l'industrie 4.0. On est dedans là, en Australie en tout cas, puis ici, si on n'est pas dedans, ça s'en vient. Est-ce que pour la formation, il faut s'ajuster? Par contre, faut peut-être pas former les jeunes trop vite non plus, avant que la technologie soit rendue dans des mines de la région. Comment qu'on s'ajuste? Bien, vous savez, ça va pas être demain matin que toutes les mines du Québec vont être automatisées pour toute une série de raisons. C'est des décisions qui se prennent plus facilement lorsqu'on construit une nouvelle mine que lorsqu'on est en train d'opérer une mine qui existe depuis déjà plusieurs années et qui fonctionne avec profit avec les équipements qu'on a sur place. Donc, c'est un processus qui peut se faire aussi de façon graduelle. Hein. On a vu des compagnies là-bas qui implantent graduellement des camions autonomes au milieu de flottes de camions qui sont pas nécessairement eux autonomes. Donc, on peut en acheter un à la fois, 2 ou 3, développer notre habilité à travailler avec ça et progressivement s'équiper d'équipements de plus en plus autonomes. On parle de camions, mais il y a aussi des foreuses, il y a aussi des chargeuses. Donc, il y a toutes sortes d'équipements qui peuvent être automatisés, mais ça peut se faire progressivement, selon les besoins, et donc c'est pas demain matin qu'on va arrêter de former complètement des opérateurs de camions. Là, c'est pas le message à envoyer. Je pense que ça sera un faux message. Mais progressivement, au fur et à mesure que l'industrie se déploie avec des nouvelles mines ou des réouvertures de mines, c'est des questions que les gens vont devoir se poser. Est-ce que dans le contexte minier particulier qui nous préoccupe, est-ce que l'automatisation est la meilleure solution? Donc, ça devient comme un outil de plus dans la boîte à outils disponible pour les compagnies minières. Grâce à votre Institut national des mines, entre autres, je sais que les gens du Cégep de Sept-Îles et de la Commission scolaire du Fer surveillent justement attentivement toutes ces choses-là. Là, Monsieur Bérère du Cégep était sur votre conseil d'administration. Je pense qu'il a été remplacé récemment par le directeur général de la Commission scolaire du Fer au sein du CA de l'Institut national des mines. À votre avis, nos institutions dans la région là font les bonnes choses, surveillent attentivement, puis vont poser les bons gestes au bon moment? Votre cégep est déjà, je dirais, un des mieux équipés et des plus allumés dans ce domaine-là. Là. Depuis déjà quelques années, il y a une
très belle synergie qui existe avec ArcelorMittal chez vous et le Cégep pour déjà traiter des données de type Big Data, pas en continu, mais de façon presque en continu pour améliorer la conduite des trains. Donc ça existe déjà depuis un bon bout de temps. Vous avez des simulateurs aussi qui permettent de former des gens pour corriger des manières de faire pour les rendre encore plus optimales. Et donc, oui, vous avez un très beau centre de recherche avec des chercheurs de bonne qualité, en plus de M. Bérard, qui joue très bien son rôle de directeur général du Cégep, mais il est entouré de gens de qualité. On a aussi M. Maltais, comme vous le savez, qui est maintenant sur notre conseil et qui, lui, est à la commission scolaire. Donc, vous avez dans la région quand même ce qu'il faut là pour continuer à former les gens dans cette perspective-là de la mine du futur. Ça m'inquiète, de ce côté-là, ça m'inquiète vraiment pas. Là. On a même un beau pavillon tout neuf sur la rue Comeau là, pour les former, nos jeunes, dans l'avenir, également du côté de la commission scolaire du Fer. Par contre, on est comme en transition quand même, Monsieur Marquis, si je comprends bien, ça prend encore des opérateurs à l'ancienne. Il faut commencer à penser selon les méthodes du futur dans les mines. Est-ce que les liens entre l'industrie et les écoles, le milieu scolaire est assez bon pour pouvoir coordonner justement l'avenir dans ce sens-là? Ce qu'on a vu, je pense qu'on pourrait améliorer, c'est ce qu'on a vu ça beaucoup en Australie, c'est l'utilisation qu'ils font de la simulation dans les établissements d'enseignement pour former des gens à être plus efficaces en entreprise. Et on n'utilise pas beaucoup ça, nous, l'enseignement par simulation. C'est pas toujours des simulateurs là qui coûtent cher ou qui sont compliqués à faire fonctionner, mais c'est souvent des programmes d'ordinateur qui simulent des manières de faire et qu'on s'assure, en procédant de la sorte, que les jeunes, lorsqu'ils ont des vrais équipements entre les mains, savent comment les utiliser de façon sécuritaire, savent poser la séquence de gestes qu'ils ont à poser pour pas briser les appareils qu'ils ont entre les mains. Donc, on a à apprendre encore des Australiens de ce côté-là. Maintenant, on dispose de toute la technologie. On dispose de la même technologie qu'on a vu utiliser en Australie, mais là-bas, ils l'utilisent de façon plus optimale que nous. Par exemple, la réalité virtuelle. On a, comme je vous disais tantôt, nous a eu un succès terrible à Québec Mine avec la diffusion de visites de mines en réalité virtuelle. Mais en Australie, ce qu'on a vu, c'est qu'avec les mêmes équipements, c'est pas des visites de mines qu'ils font, c'est de la pédagogie dans des mines. On donne des cours à des jeunes dans des environnements simulés, dans des environnements miniers simulés. Ça, on a beaucoup encore à apprendre des Australiens de ce côté-là, mais la dynamique là, de concertation entre les établissements d'enseignement et nos minières, elle existe déjà. Il faut la renforcer. Je pense qu'on a avantage à la renforcer, mais on dispose de tous les moyens pour faire ça. Oui. C'est de partager une vision commune, aller dans la même direction, en sachant que la technologie est là, qu'elle existe, qu'elle permet la construction de mines autonomes. Comment on s'assure que nos jeunes vont en tirer profit? Comment former aujourd'hui nos jeunes pour qu'ils assurent leur futur demain? C'est ça qui est vraiment notre défi actuellement. Oui. En terminant, M. Marquis, l'Institut national des mines a aussi publié tout récemment un portrait de la formation dispensée dans les entreprises minières elles-mêmes à leur personnel. C'est un peu, on a actualisé en fait un document là de 2013, entre autres après avoir questionné 16 entreprises, probablement ArcelorMittal entre autres. C'était quoi le but de ça là? C'est d'autres informations pertinentes pour éventuellement préparer nos jeunes? Oui, absolument. On a réalisé la même étude en 2013 et on l'a refait en 2016 pour voir quelle importance les compagnies minières accordent à la formation et c'est très encourageant ce qu'on a noté en 2016 puisque ce qu'on a pu constater, c'est que les compagnies minières sont maintenant beaucoup plus nombreuses et à exiger un diplôme à l'entrée en fonction. Donc, c'est en train de disparaître là, le temps où on rentrait travailler à la mine parce que on avait quelqu'un dans la famille qui travaillait déjà là, puis on était pour apprendre sur le tas. Ça, on le voyait encore en 2013, mais en 2016, on le voit beaucoup moins. Et donc, c'est très encourageant pour le monde de l'éducation, puisque vraiment les cours qu'on donne, les diplômes qu'on dispense, ouvrent vraiment la porte à des emplois dans les mines. On a vu aussi un autre élément qui était très encourageant, c'est qu'à l'intérieur même des entreprises, on accorde encore plus d'importance à la formation de nos employés pour les maintenir en emploi. Donc, augmenter leurs compétences alors qu'ils sont en train de travailler. Et ça, c'est très significatif. Dans la mine du futur, dans la mine automatisée, là, la formation tout au long de la vie, là, c'est un prérequis. Là. On peut pas
penser qu'on va faire une formation puis ensuite qu'on va travailler pendant 20 ans ou 30 ans sans apprendre plus que ça. Là. Il faut l'apprentissage tout au long de la vie, c'est un prérequis. Donc, et ça se fait de plus en plus dans nos entreprises. Donc, très encourageant les résultats de cette deuxième étude 2016. On a hâte de voir celle qu'on va réaliser en 2019 là, pour voir si la tendance se poursuit, se maintient, s'accélère, là, où on va être rendu à ce moment-là. Oui, c'est un message aux jeunes aussi. Là. On peut plus décrocher rapidement au secondaire puis se ramasser avec un bon salaire dans une compagnie minière, comme ça a été le cas pour une certaine génération quand même sur la côte nord. Oui, ils se font dire maintenant, écoute, va finir ton DEP, va finir ton DES, puis tu reviendras quand tu auras ton diplôme. Oui. Alors, ça c'est un signal fort que l'industrie envoie que l'éducation a vraiment une valeur. Oui. Ben, Monsieur Robert Marquis, président directeur général de l'Institut national des mines, un gros merci pour cette entrevue en direct ce midi. Bonne journée à vous. Au revoir. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Choisir cette Honda, c'est choisir des véhicules fiables, une équipe passionnée, un service irréprochable et une tranquillité d'esprit au quotidien. Et si je vous disais que vous pourriez en avoir encore plus? Eh oui, exceptionnellement, cette Honda vous offre tous ces modèles 2017 au prix coûtant, du jamais vu. On vous attend. Cette Honda, vivre et conduire en toute liberté. Préparez-vous pour l'hiver avec le Docteur du pare-brise. Offrez-vous le confort et la chaleur dans votre véhicule avec un démarreur à distance à partir de 259,95 $, pause incluse. La vérification des piles de vos télécommandes est offerte gratuitement. Nous sommes dépositaires des tapis WeatherTech, les meilleurs de l'industrie. Le Docteur du pare-brise vous offre plus de 10 000 produits pour personnaliser votre auto et le plan de financement accordé est disponible chez nous. Pour du service de qualité depuis près de 30 ans, pensez le Docteur du pare-brise. 646 Boulevard L'Art, 88 962 7800. Côte-Nord. Attitude. Valérie, il y a une activité à 13h cet après-midi face à l'Hôtel de Ville, une levée du drapeau pour souligner le début. En fait, ça a commencé samedi, les 12 jours d'action pour l'élimination de la violence faite aux femmes. Et Sept-Îles est maintenant, depuis mai dernier, une municipalité alliés contre la violence conjugale. Ça s'est fait à l'invitation de la Maison des femmes de Sept-Îles. La coordonnatrice est avec nous, Martine Girard, bonjour. Bonjour. Alors là, on est vraiment dans cette période de 12 jours d'action. Ça fait quand même plusieurs années qu'on fait de la sensibilisation comme ça là, pendant 12 jours. Oui, pour ma part, c'est ma 9e année, mais ça fait très longtemps, entre le 25 novembre et le 6 décembre, qu'on travaille sur des actions pour l'élimination de la violence envers les femmes. Mm-hmm. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a 2 activités, en fait, parce que ce soir, c'est la première séance du conseil municipal. Je pense que le maire, en début de séance, va proclamer une fois de plus qu'on est municipalité alliée contre la violence conjugale. Il y a aussi à 13h la levée du drapeau. C'est symbolique, mais ça contribue à passer le message quand même, hein? Oui, exactement. La campagne Municipalité alliée contre la violence conjugale, c'est une campagne provinciale qui a débuté par notre regroupement provincial, qui est le regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales, qui compte 42 maisons à travers le Québec. Cette campagne-là est sur 3 ans. Elle a débuté l'année dernière. Elle va se terminer l'année prochaine. Puis l'objectif, c'est d'aller chercher le plus de municipalités au Québec qui se proclament une municipalité alliée contre la violence conjugale. À ce jour, on a environ plus de 250 municipalités dans le Québec qui ont passé une résolution et qui ont fait des actions, comme la ville de Sept-Îles va s'apprêter à faire aujourd'hui, qui est une action en lien avec cette proclamation-là pour s'afficher puis dire, regardez, Sept-Îles dénonce la violence conjugale. C'est quand même assez significatif aussi que ça tombe aujourd'hui parce que c'est le début des audiences là à Maliotenam de cette enquête nationale sur les femmes autochtones disparues, assassinées. Bon, ça n'a pas nécessairement de lien direct ensemble, mais il y en a un à faire quand même. Là. Oui, tout à fait, parce qu'on travaille beaucoup avec la communauté, puis les femmes victimes de violence, on sait que la violence conjugale, toutes sortes de violences au niveau des communautés autochtones. Je pense que c'est un addon que ça arrive comme ça.
Mais je pense que ça donne plus de force au message encore, puis que tout le monde travaille dans le même sens. En même temps, l'organisme Femmes autochtones du Québec est un des partenaires de la Fédération et de tout le mouvement derrière les 12 jours. Là. Ici, les femmes autochtones, elles ont leur propre service, là, mais il y a beaucoup de liens, je pense, avec la Maison des femmes et avec les autres organismes aussi. Hein? Oui, tout à fait. Ici, il y a une maison pour femmes autochtones qui travaille au niveau de la violence conjugale. Les femmes autochtones viennent aussi dans notre organisation. On a à peu près 30%, là, tout dépendamment des années, de femmes qui préfèrent venir chez nous parce que pour eux, des fois, il y a de la famille, la communauté, c'est plus petit. Puis il y a mieux peut-être des fois l'anonymat d'une ressource là, alloctone. Et les 12 jours, ça va se terminer le 6 décembre. C'est la journée où on commémore la tuerie de l'École polytechnique de Montréal. On s'en rappelle, 14 femmes qui ont été assassinées. Ça remonte à 1989, Martine. Est-ce que on a fait quand même beaucoup de gestes de sensibilisation, la réflexion aussi, surtout après l'événement là, des premières années, ça avait quand même marqué le Québec, cette histoire-là. Est-ce que la situation s'améliore, d'après toi, depuis 28 ans, là? Ben, vous serez à même de le constater dans la dernière année, comment il y a eu de meurtres de femmes. Il y a eu des tueries un peu partout aux États-Unis, mais il y en a eu ici aussi au Québec, puis des femmes qui ont été tuées par leur ex-conjoint parce qu'ils n'acceptaient pas la séparation, puis tout ça. On constate pas une diminution, malheureusement. Ce qu'on constate, c'est que les femmes tolèrent peut-être moins, dénoncent plus rapidement, ce qui fait que là, on voit là, par rapport à ça, les meurtres, c'est qu'ils demandent la séparation, ils s'en vont, puis monsieur l'acceptait pas nécessairement, donc passe à l'acte ultime, le meurtre, qui est pour nous complètement inacceptable, ça devrait pas arriver. Plus qu'on va en parler, plus qu'on va avoir des alliés chez les hommes, partout, la communauté, puis on va espérer que ça va aller en diminuant. Mais pour le moment, je peux pas vous dire que ça diminue. Heureusement, il y a des services comme le vôtre à la Maison des femmes de Sept-Îles. D'ailleurs, on héberge pas seulement des femmes de Sept-Îles, mais de Port-Cartier, de la Mingani, de la Basse-Côte-Nord, je pense des villes nordiques aussi. Votre clientèle, ça reste stable finalement. Là. On a toujours, malheureusement, on en côtoie encore tous les jours. Hein? Oui, il y a des périodes de l'année qu'il y en a plus, qu'il y en a moins, ça dépend. Puis oui, c'est bien de le souligner, les villes nordiques, de plus en plus, les femmes des communautés éloignées, il n'y a pas d'endroit nécessairement dans ce coin-là, nous appellent ou viennent ici. Il y a beaucoup aussi de belles collaborations avec la Sûreté du Québec, la communauté, puis aussi avec les communautés d'hébergement, que ce soit Habitat Métis ou l'OMH, qui vont nous aider qui vont aider ces femmes-là à se trouver un loyer ici, puis à reprendre du pouvoir sur leur vie en se faisant une nouvelle vie loin de la violence. Et sur la Côte-Nord, dans les statistiques, on fait encore mauvaise figure, il faut le dire, on a peut-être des réalités géographiques, économiques qui font en sorte que c'est présent chez nous, malheureusement. La Côte-Nord, on est encore, même la MRC des Sept-Rivières, là, on est plus que 2 fois la moyenne provinciale. Donc, il y a du travail encore à faire, puis on travaille avec nos alliés, puis avec tout le monde à dénoncer ça, puis de là, de remercier la ville de Sept-Îles, puis de s'afficher comme municipalité alliée contre la violence conjugale. Puis nous, on a un travail à faire aussi de solliciter la ville de Port-Cartier, Saint-Pierre, puis toutes les petites villes aux environs. On va continuer de faire ça cette année là pour qu'ils s'affichent eux aussi. Mais qu'est-ce que ça va changer concrètement pour vous, pour votre travail, que la ville s'affiche comme ça? Pour notre travail à nous. Ouais, tu sais, est-ce qu'il va y avoir des actions prises plus ou Parce qu'éventuellement, l'idée, ça serait que même dans les codes de travail ou dans, tu sais, comme il y a une politique contre le harcèlement sexuel, pourquoi pas une politique qui accepte pas la violence conjugale ou qui va apporter de l'aide aux femmes qui en sont victimes, mieux comprendre les situations. Dans le fond, c'est de mieux comprendre, de pas juger, puis d'apporter de l'aide puis du soutien à ces femmes-là qui vivent cette problématique-là. Parce qu'en même temps, c'est au gouvernement du Québec à faire plus, peut-être, à démontrer un peu plus de volonté politique. On parle de surplus budgétaire. On a une année électorale qui s'en vient, là, peut-être en mettre davantage, pas nécessairement dans les ressources des maisons, mais dans la sensibilisation, justement. Oui, tout à fait, la sensibilisation, puis faire un travail qui, de plus en plus, nous, on le voit quand on en parle de violence conjugale, puis tout ça, les gens sont beaucoup plus sensibilisés. On parle plus de femmes battues, c'est des femmes victimes de violence parce qu'on sait qu'il y a plusieurs sortes de violences, puis ça se voit pas toujours physiquement. Et oui, de continuer de faire la sensibilisation, mais au départ, c'est d'aller voir les ressources qui travaillent avec les femmes victimes de violence conjugale, c'est quoi leurs besoins, puis où que cet argent-là doit être mis.
La même chose quand ils vont j'imagine, s'ils rajoutent de l'argent au niveau des écoles, je sais pas s'ils consultent toujours les commissions scolaires, mais il faut consulter les intervenants qui sont sur le terrain, qui travaillent pour voir les besoins sont où. Et la population, les femmes, les hommes de cette île, qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour soutenir le mouvement? Là, peut-être porter le ruban, c'est une forme une façon de s'afficher, hein? Il est beau le tien, en laine, comme ça, blanc, là. Côté, oui, tout à fait. C'est une intervenante qui travaille à la Maison des femmes qui nous a fait ça. Ben, dans le fond, en portant le ruban blanc, on s'affiche, puis ça a débuté, c'est des hommes qui ont commencé ça, pour dire qu'ils dénonçaient la violence conjugale, puis qu'ils acceptaient pas ça, puis que s'il y avait des gens autour d'eux qui l'envoyaient, qui allaient le dire. Puis c'est juste en le portant, ça veut dire on s'affiche pour dire que je commettrai pas de violence envers les femmes, puis je tolérerai pas et je vais dénoncer. C'est ça le ruban blanc. Et là, on en est là, hein, depuis quelques mois, là, la dénonciation, beaucoup, le mouvement, moi aussi. Est-ce que tu as l'impression que c'est un mouvement qui enclenche un changement, là? Ça initie un changement, ce qui se passe depuis quelques semaines, là? Il y a des grosses vedettes qui ont été impliquées dans la dénonciation. C'est curieux à dire, mais ça aide un peu, hein? Ça préoccupe tout le monde. Tout le monde en a entendu parler. Ben moi, je crois que oui. Je crois qu'on assiste à un changement social qui va être très important pour les femmes. Autant ce changement-là a eu lieu à la période où la violence conjugale s'était cachée dans les maisons, qu'on s'en mêlait pas parce que c'était une affaire intime de couple, que maintenant, ben c'est juridiquement, c'est contre la loi, la violence, tout ça, puis il y a des peines qui sont tenues. Je pense que c'est cette vague de dénonciation-là, puis ces femmes qui disent là, ça c'est assez, puis on n'en veut plus, puis on n'en veut plus de petits commentaires ou de jokes de mon oncle ou tu sais, on n'est pas bien là-dedans. C'est important, puis la mobilisation, plus qu'il va y avoir des gens qui vont en parler, plus qu'il va y avoir des changements. Puis je pense que là on parle des femmes, mais ça va pour les hommes aussi. On l'a vu aussi dernièrement dans les médias. Et oui, je crois sincèrement qu'on assiste à un changement social, je l'espère. En tout cas, la réflexion est bien amorcée à tous les niveaux, je pense. Eh ben, on va te laisser aller. C'est dans 20 minutes qu'on lève le drapeau pour cette île qui est officiellement une municipalité alliée contre la violence conjugale. C'est à l'invitation des militants de la Maison des femmes. Alors, vous serez sans doute plusieurs dans une vingtaine de minutes face à l'hôtel de ville, là. Super, merci. Merci beaucoup, Martine Girard. Je rappelle que tu es coordonnatrice de la Maison des femmes de cette île. Merci pour ta présence en direct. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Choisir cette Honda, c'est choisir des véhicules fiables. Une équipe passionnée, un service irréprochable et une tranquillité d'esprit au quotidien. Et si je vous disais que vous pourriez en avoir encore plus? Eh oui, exceptionnellement, cette Honda vous offre tous ces modèles 2017 au prix coûtant, du jamais vu. On vous attend. Cette Honda, vivre et conduire en toute liberté. Et on passe maintenant au bulletin météo. Attachez bien vos trucs, là, car on annonce toute une bordée pour les clients TELUS. Télé optique 4K, Internet optique 150 et téléphonie 150 sont à prévoir à partir de 136 $ par mois. Forte précipitation davantage avec ici tout.tv extra et le programme de récompense accès privilège inclus dans votre abonnement. Ah, croyez-moi, vous allez vouloir rester à l'intérieur tout le week-end. Des conditions s'appliquent. Détails sur telusquebec.com ou chez MD Communications, votre détaillant TELUS à Bécomo et Sept-Îles. La Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire embauche pour la relance de ses activités. Plusieurs postes sont disponibles. Consultez le site web sfppn.com pour toutes les opportunités d'emploi. Actuellement, nous avons besoin de superviseurs aux opérations pour le secteur cours et quai et pour le secteur chemin de fer. De superviseurs planificateurs pour l'entretien des locomotives et ateliers électriques. Nous cherchons aussi un chef de section pour le chemin de fer, un chef de section environnement et un contrôleur financier. Prêt à relever le défi du redémarrage des activités à la Pointe-Noire? Postulez via le site sfppn.com. Plusieurs autres opportunités sont à venir. Soyez à l'affût. Pascal Automobile est à la recherche d'un commis de pièces pour un poste permanent à Sept-Îles. Le poste consiste à accueillir les clients au comptoir des pièces, répondre à leurs demandes, de même que celles des ateliers mécaniques et carrosserie et maintenir le classement des pièces. Un minimum de 2 ans d'expérience dans le domaine sera un atout. Pascal Automobile offre une rémunération selon les qualifications du candidat et un programme d'avantages sociaux compétitifs. Pour postuler, envoyez votre CV par courriel à Stéphane Dallaire à commercial-pascalchevrolet.com ou chez Pascal Automobile au 109 Monseigneur-Blanche. Attitude.
Midi 42, Jean, toi et moi, on n'était pas là samedi au Théâtre National à Montréal pour applaudir Emma Landry qui... J'aurais aimé ça. Ben écoute, effectivement, là, qui a fait la première partie de Marie-Carmen là-bas, mais on s'est dit on va se reprendre vu qu'on n'était pas là, puis on va lui jaser ce midi justement là de cette belle expérience-là. Bon midi, Emma. Bon midi! Comment ça va là, suite à cette performance-là? Parce que je pense que ça a été une belle réussite. Là, t'as eu une ovation après la première partie de Marie-Carmen. Comment tu te sens là, présentement? Je redescends tranquillement de mon nuage. Je dirais que je suis encore un peu dessus. Je pense que c'est un des plus beaux moments de ma carrière à date. Je suis très émue, j'étais très émotive là, je le suis encore très. C'est de l'amour que des fois on a de la misère à prendre, puis là c'est venu en paquet de beaucoup de monde dans une salle en fait à guichet fermé, fait que puis les fans de Marie-Carmen sont vraiment très très généreux dans leur amour, donc je redescends tranquillement de ce nuage-là. Ben, c'est pas facile, ça, faire une première partie. Non. C'est pas toi que le monde vient voir quand même. Là. Si tu dis que le public t'a donné de l'amour, c'est parce que tu les as séduits, là. Probablement qu'ils te connaissaient pas, à part Luc Poulain, ton père qui était dans la salle, là. Les autres, ils te connaissaient pas, là. Non, il y avait pas un chat qui me connaissait vraiment. Puis on m'a vraiment... Marie, elle avait son setup de fait. C'était là, c'était grandiose. Et alors moi, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ajouté une petite scène à côté de en face de la scène, en bas de la scène. Donc c'était vraiment très, très intime. Puis je suis arrivée là... je dirais pas comme un cheveu sur la soupe, mais je pense pas qu'ils s'attendaient tant que ça à avoir une première partie. Donc, j'ai fait mon introduction a cappella. Ensuite, j'ai enchaîné avec une de mes compositions. Puis, au milieu de la chanson, je me disais, tu sais, d'un coup, qu'ils aiment pas ça. Puis, tu sais, j'ai commencé à douter pendant que je chantais. Puis, j'avais pas fini la chanson, puis j'avais déjà des applaudissements, de gros applaudissements. Fait que j'ai fait comme, OK, bon, ça marche. Pouvoir continuer. On a un extrait d'ailleurs de ton spectacle. On va aller écouter un petit peu qu'est-ce que ça a donné. C'est le fun d'entendre ça, hein? Ça fait drôle d'entendre ça, c'est le fun. T'es pas seul sur l'extrait, on t'entend avec ton ami Thomas Hudson. Lui, il te suit pas mal dans des projets aussi, hein? Ben, il me suit, oui. Il me suit énormément aussi dans mes, comme je disais, dans ce que j'ai écrit sur Facebook, dans mes insécurités, parce que des fois, je suis pas certaine de certaines chansons ou tout ça, mais il est vraiment gentil de toujours me suivre dans ces aventures-là. Puis j'avais décidé que je faisais la première partie toute seule avec la guitare. Puis je me suis donné un défi, puis je l'ai réussi. Je suis vraiment très fière de moi. J'avais besoin de lui pour cette chanson-là, Au fil des égarés, parce qu'il y a une voix d'homme dans cette chanson-là. Puis j'avais envie de vivre ce moment-là avec lui également. Donc il m'a accompagnée pour Au fil des égarés. Le reste, je l'ai vraiment fait tout seul. C'est vraiment un défi que je me suis lancé, puis je suis fière de moi. Je suis vraiment fière de la première partie que j'ai donnée. Puis je pense que ça a été extrêmement bien reçu du côté des fans de Marie-Carmen. C'est pas la première fois que tu collabores avec Marie-Carmen. Si je me trompe pas, cet été, il y avait eu une collaboration aussi. C'est quoi ta relation avec elle? En fait, c'est que sa gérante, un jour, était dans la salle d'un spectacle que j'avais fait à la Place des Arts. Puis, elle m'avait remarqué de cette façon-là. Puis, depuis ce temps-là, elle me suit et tout ça. Puis, elle m'a donné... Puis, c'est devenu une amie aussi. Donc, elle m'a donné l'opportunité d'être choriste pour Marie à Terrebonne l'été passé. Puis, j'avais été aussi demandée d'être choriste pour elle sur le spectacle de samedi. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que Agnès, la choriste de Marie-Carmen, qui est là depuis longtemps, c'est comme un peu des retrouvailles. Donc, ils ont décidé d'y aller avec elle, ce qui est très bien, là. Mais sauf que je me rappelle, dans ma rencontre avec la gérante de Marie-Carmen, j'avais dit, je m'en voudrais si je vous demandais pas de faire sa première partie. Puis ils m'avaient dit, on va regarder ça, qu'est-ce qu'on peut faire et tout ça. Puis ils m'ont dit oui finalement pour faire sa première partie. Alors c'est un des plus beaux cadeaux qu'on m'a fait
dans l'industrie à date depuis que je travaille là-dessus. Il y a peut-être une similitude aussi dans vos genres. Marie-Carmen, c'est très émotif, ses chansons. Les tiennes semblent être remplies d'émotions aussi. Peut-être que là, il y a une similitude à faire. Oui, je pense que c'est pour ça aussi que ces fans ont été agréablement surpris, dans le sens où j'ai été très vulnérable. De toute façon, je l'ai dit en rentrant dans le show que j'étais braillarde un peu, mais c'est juste que quand ils se sont levés debout pour m'applaudir à la fin, j'ai comme pris tout ce moment-là, puis je me suis dit, je pense que j'ai touché des gens, fait que j'en ai vraiment profité pour promouvoir mon site Facebook et tout ça, puis ça m'a donné vraiment un élan de voir qu'il y avait un public pour moi à Montréal quand même. Puis ça m'a donné un élan pour continuer, parce que je l'ai dit dans le spectacle et je le dis depuis longtemps. Je m'étais dit qu'à 30 ans, si ça fonctionnait pas, j'arrêterais. Puis je suis pas prête d'arrêter du tout. Ça m'a vraiment donné un second souffle pour continuer. En tout cas, c'est un exemple de persévérance, ouais. Marie-André Landry, comme on l'appelait à l'époque. Ça fait depuis le festival, qu'elle a organisé un festival, La Vague de la Relève, il y a une vingtaine d'années de ça à cette île, qu'elle essaye, qu'elle frappe à toutes les portes pour percer dans cette industrie-là. Là, on commence à voir la lumière un peu là au bout du tunnel. Entre autres, choriste, c'est une belle avenue pour une chanteuse comme toi aussi, hein? Oui, c'est quelque chose que, comme je dis, moi je suis chanteuse, je joue de la corde vocale, c'est ça que je veux faire, je veux chanter, donc d'une manière ou d'une autre, choriste, c'est sûr que c'est une avenue qui me plaît beaucoup. Avec la première partie, ça m'a comme redonné un peu espoir en ma carrière solo. Solo aussi, ouais. Oui, exactement. Donc c'est vraiment Emma Landry, E-M-A Landry. J'essaie de faire beaucoup de promotions sur mon site Facebook, sur Bandcamp. Et puis là, je retourne en studio très prochainement pour enregistrer des nouvelles chansons, puis repousser tout ça. Puis je pense que j'ai le vent dans les voiles. Je pense que ça fonctionne bien. Et on m'a confirmé samedi que ce que je faisais, c'était bon. Puis ça, j'en avais besoin. C'est sûr que quand, genre, tes parents te disent que t'es bonne, tes amis te disent que t'es bonne, c'est le fun. C'est le fun, c'est toujours le fun, mais on a quand même besoin d'un peu plus que ça, puis on me l'a confirmé samedi. En tout cas, on espère pouvoir tourner une de tes compositions à Pure FM bientôt. J'en parlais à Jean en début d'émission, on a une chanson de Noël que tu nous avais envoyée il y a quelques années, Parler d'hiver, qui va jouer à partir de vendredi. Là, nous, à chaque année, on joue ça fait partie de nos classiques de Noël, mais on espère aussi avoir une de tes compositions bientôt. On va le souhaiter. Ça s'en vient très bientôt. Vous pouvez me suivre sur Emma Landry sur Facebook. Je donne toujours des updates sur ce qui se passe. Et puis, je fais des vidéos un petit peu plus qu'avant. Donc, c'est possible là, de suivre ma carrière à ce moment-là sur Facebook. Emma Landry, merci beaucoup. Puis, en tout cas, on est super contents de ce succès-là que tu as eu samedi avec Marie-Carmen. Merci. Merci de toujours m'encourager. C'est vraiment gentil. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94. Comme chef d'entreprise, vous n'avez pas de temps à perdre avec un réseau qui ralentit aux heures de pointe. Le réseau TELUS Pure Fibre est arrivé. Ultra rapide, autant pour télécharger que pour téléverser. Offert dans certaines localités. Détails à telus.com/fibre affaires. Ils seront de retour très bientôt. Les parties du temps des fêtes. Opération Nez Rouge Sept-Îles est à la recherche de bénévoles pour Sept-Îles et Port-Cartier. Vous pouvez vous inscrire en ligne au opérationnezrouge.com dans la section bénévoles via l'application Opération Nez Rouge sur votre téléphone ou au 418-962-2322. Des formulaires sont aussi disponibles au bureau de la Fondation régionale de l'hôpital Sept-Îles. Pour plus d'informations, visitez la page Facebook d'Opération Nez Rouge Sept-Îles. Les vedettes vous fascinent? Vous voulez tout savoir sur la vie trépidante de vos artistes préférés? Quels sont les potins du jour? La capsule Monde de Stars. Ici Chloé Patry-Robitaille, je vous donne rendez-vous en fin de journée du lundi au vendredi afin de vous livrer les nouvelles showbiz qui font l'actualité sur le site mondedestars.com. Musique, cinéma, art et spectacle, vous serez les premiers informés. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. La capsule Monde de Stars. Du lundi au vendredi à 16h30 au 94.1. Comme chef d'entreprise, vous n'avez pas de temps à perdre avec une connexion qui coupe en plein milieu d'un appel vidéo important. Le réseau TELUS Pure Fibre est arrivé. Ultra fiable et connecté directement à votre entreprise. Offert dans certaines localités. Détails à telus.com/fibre affaires.
La nouvelle d'intérêt vous est présentée par la Caisse d'économie Desjardins des Mines, Métaux et Services publics Côte-Nord, fier partenaire du développement économique de son milieu. Et à notre nouvelle d'intérêt aujourd'hui, on va parler de 2 projets de terres rares. Ce sont donc des projets miniers dans le Grand Nord québécois qui auraient un impact direct à cette île si ces projets-là voient le jour. Steve Chapado est avec nous pour nous en parler. Bonjour Steve. Bonjour Jean. Steve, d'abord expliquer des terres rares. Là, on en entend quand même pas mal parler depuis une bonne vingtaine d'années. Qu'est-ce que c'est exactement des terres rares là? C'est plusieurs minerais. Ben exactement. Si on fait le comparaison, le fer qu'on connaît plus ici, une roche de fer dans le nord du Québec, c'est à peu près 30%. Une roche contient environ 30% de fer. Donc, c'est un ratio d'à peu près 2:1, 2 unités d'impureté pour une unité de fer. Tandis que lorsqu'on parle de terres rares, le taux de concentration est seulement de 2%. Donc, on parle d'un ratio pratiquement de 50:1. Donc, c'est extrêmement complexe de pouvoir aller chercher ce minéral, premièrement de l'identifier, puis aussi d'appliquer des processus de concentration et de séparation de ces minerais-là, parce que tu l'as mentionné, contrairement au fer, qui est une roche binaire, mais ça, on a plusieurs composantes dans ces roches-là, et c'est principalement des métaux lourds qui rentrent dans la composition, exemple des voitures électriques pour les aimants. Exemple, au niveau de l'électronique, hein, nos cellulaires fonctionnent, on a toute une portion de terres rares, là, justement, là, dans les composantes électroniques. Ben, c'est quand même des marchés de pointe qui peuvent être intéressants, c'est des marchés d'avenir quand même. Ben, exactement, puis c'est vraiment l'avenir, puis surtout ce qui fait la caractéristique de cette industrie-là, c'est qu'elle est fortement concentrée en Chine, qui produit 97% des terres rares dans le monde. Ah, les vilains Chinois. Encore les vilains Chinois. Ben, vous voyez, puis ça comporte aussi, lorsqu'on sait que c'est pour des composantes électroniques, c'est pour justement les véhicules du futur, mais c'est sûr qu'il y a des risques encore là géopolitiques qui sont importants. Donc, ce qui fait en sorte d'intéresser justement le développement de projets, notamment au Québec, où on a 2 projets dans le nord québécois qui sont à notre portée. Et il n'y a aucune mine actuellement de terres rares au Canada. On serait la première région à développer ce type de mine-là au Canada. Il y en a un des 2 projets qu'on en parle depuis quand même plusieurs années, entre autres à l'époque du journal Le Nord-Est, là, mon chum Jean-Guy Goujon qui produisait régulièrement des textes sur la compagnie Quest qui veut opérer à Strange Lake. C'est quand même très, très au nord, là. On est en haut pas mal de Shefferville. Ben, exactement. On est à 250 km au nord-est de Shefferville. Mais c'est au Québec. C'est au Québec. On est encore en territoire québécois. On est pratiquement sur la rivière Georges. Pour les Inuits qui nous écoutent, ceux qui connaissent le Mashwanipi, c'est à peu près en mi-chemin en termes de latitude entre Shefferville et Kuujjuaq, mais du côté est. On est à peu près à 15-20 km. Donc, c'est un projet qui est assez... Il n'y a pas d'accès direct au territoire. C'est le grand défi de ce projet-là. C'est un projet d'1,6 milliard qui produira près de 200 000 tonnes de concentré par année. OK. Le projet initial, c'était justement de le faire, comment l'acheminer vers les grands centres. C'était de construire une route sur un axe ouest, de l'ouest vers l'est, donc sur la côte est du Labrador, pour l'acheminer en bateau directement vers Bécancour. Mais Quest, c'est pas la compagnie de Pierre Lortie, là, l'ancien de Provigo puis de Bombardier. C'est pas lui qui avait comme l'idée d'en transporter par ballon dirigeable au moins jusqu'à Shefferville, non? Ben exactement, parce que la phase initiale, c'était le transport par route, mais effectivement, il n'y a pas eu d'entente avec les Autochtones qui a été possible dans ce dossier-là. Donc lui, comme plan B, dit je vais le prendre par dirigeable à partir de Strange Lake vers Shefferville. Pour déplacer du minerai. Ça se fait ailleurs dans le monde, ça? Ça serait une première, justement. Ah ouais? Et là-dessus, c'est à peu près, chaque dirigeable contiendrait à peu près 20 tonnes de concentré. Juste en titre comparatif, mais un wagon de fer ici qu'on connaît plus à cette île, c'est à peu près une centaine de tonnes. Fait qu'il y aurait à peu près le 1/5 d'un wagon qui transiterait. Et c'est ce que j'ai trouvé étonnant dans ma recherche, c'est des ballons dirigeables qui feraient quand même 110 km/h. Ah bon? Donc, ça serait à quelques heures seulement entre Strange Lake et Shefferville. Mais eux, ça serait, avec ce projet-là, le minerai serait pris de Shefferville vers cette île par train et acheminé après ça par bateau jusqu'à Bécancour, où là, il y avait 2 projets d'infrastructures majeures, 2 usines pour transformer ce minerai-là pour ensuite être séparé
et est acheminé vers les clients. Il y en a un autre projet, c'est le gisement Ashram, c'est ça? Ashram, ça c'est encore plus au nord, là. Il est connu depuis 5 ans, ce projet-là, mais on a renouvelé l'étude, là, on a tout mis à jour en 2017 du côté d'une compagnie, je pense, de la Colombie-Britannique, qui est derrière ça. C'est Commerce Ressources, qui est justement un gisement de terre rare. C'est situé à 130 km au sud de Coudjouac. Donc, encore là, c'est un milieu, il n'y a pas d'accès au territoire. Il faudrait développer une route entre, justement, le site de la mine avec le concentrateur pour acheminer le concentré par route jusqu'à Coudjouac pendant les mois d'été. Et ce qui serait ensuite réacheminé vers une usine hydrométallurgique. Okay. Ce qui est intéressant, c'est que, dans ce projet-là, Ressources Québec a financé cette année à peu près 1 million pour financer l'entreprise qui est en phase, justement, de préfaisabilité. On sait que il y a des forages qui continuent l'étape de forage qui a été réalisée cette année pour préparer l'étude de faisabilité financière en vertu de la norme 4301 et faire en sorte de pouvoir démontrer la faisabilité potentielle du projet. Et ce qui est intéressant pour cette île là-dessus, cette île aurait le potentiel d'accueillir un site pour une usine hydrométallurgique. OK. Il y a un projet d'usine pilote, je pense, dans leur document. Là, exactement, parce qu'ils visent l'Est du Canada et aussi, ça prend absolument un port de mer, autant pour accueillir le minerai du Nord que pour l'acheminer vers les clients. À proximité du rail, avec le traversier rail, et aussi la disponibilité de terrains industriels. Donc, on a ces avantages stratégiques-là à cette île pour pouvoir, à long terme, développer un projet de ce genre-là. C'est des projets intéressants à suivre. Qui sait, peut-être dans un avenir rapproché, il y aura du développement. Maintenant, je me pose des questions. On parle de mines de terres rares. C'est plusieurs minéraux, plusieurs métaux. Pour la commercialisation, pour le plan financier et tout l'aspect financement de ces projets-là. Tantôt, tu nous parlais de plus d'1 milliard quelque chose. Là, c'est pas facile. Là, c'est pas évident, là. Dans l'industrie minière habituelle, comme on connaît ici sur la Côte-Nord, faut investir dans un projet minier, un site minier pour pouvoir extraire le minerai et le concentrer. Puis habituellement, on vend le concentré directement au client. Mais dans les terres rares, on fait cette étape-là, mais aussi, ça nous prend une usine hydrométallurgique parce que les terres rares dans la nature, ça existe en combinaison avec l'oxygène. C'est davantage des oxydes. Donc, ça prend une usine hydrométallurgique pour extraire l'oxygène, enlever l'oxygène justement des composés pour encore purifier davantage. Et une fois qu'on a fait cette étape-là, il y a une troisième étape qui est la séparation. Donc, tu le mentionnais, Jean, il peut y avoir une dizaine de présences de différents métaux dans ces alliages-là. Donc, faut séparer. Qui n'iront pas nécessairement au même client, là. Ça te prend des vendeurs dans toutes sortes d'industries, finalement. Exactement. Donc, devant les risques géopolitiques, etc., c'est sûr que le Québec peut devenir une bonne porte de salut pour le développement de projets de terres rares dans le monde. Oui, puis pas tout laisser ça à la Chine, les retombées de ces industries, quand même, c'est des marchés de niche quand même, là. Il peut y avoir quand même quelque chose à faire avec ça dans l'avenir. Effectivement, puis on parle de projets à long terme, C'est pas demain matin parce que le projet de Quest, tu vois, ils ont pas obtenu de financement cette année. Ils sont mis sur la protection de la loi sur la faillite. Ça a été annoncé la semaine passée que il y a un dernier prolongement là où la compagnie a une dernière chance de voir pour déposer une offre, une proposition c'est créancier. Mais ça peut être un avantage pour le projet. On l'a vu du côté de Cliff avec Takora, où le projet peut être racheté pour une bouchée de pain. Et ça peut favoriser aussi la venue d'éventuels investisseurs pour développer ce projet-là. À suivre, Steve Chappado. Un gros merci pour cette chronique. La nouvelle d'intérêt encore cette semaine. Merci à vous. La nouvelle d'intérêt vous a été présentée par la Caisse d'économie Desjardins-des-Mines, Métaux et Services publics Côte-Nord, fier partenaire du développement économique de son milieu. Voilà, c'est tout pour Côte-Nord Attitude de ce midi. Jean, demain avec Tommy, est-ce qu'on a déjà une bonne idée de ce qui s'en vient? Je sais pas, on va possiblement parler de la séance du conseil municipal prévue ce soir, la première depuis l'élection du 5 novembre. Le maire va entre autres va répartir les dossiers, partager finalement les responsabilités, les comités, les responsabilités des conseillers. Mais on parle aussi du déneigement, le programme de déneigement 2017-2018 sera approuvé ce soir. Ça va être intéressant. Merci beaucoup, Jean. Au revoir. Et on vous souhaite de passer un très, très bel après-midi à Pure FM. Bye bye.